La fièvre Ebola n'est pas présente en Haïti, c'est ce qu'a affirmé une nouvelle fois la ministre de la Santé publique. Lors d'une conférence ce jeudi, le docteur Florence Guillaume Duperval a largement fait le point sur cette maladie qui sévit actuellement en Afrique, tout en annonçant le renforcement des mesures de prévention. Des centres de quarantaine et d'isolement sont en train d'être établis dans des zones stratégiques à travers le pays en vue de faire face à toute éventualité. Le docteur Jean-Luc Pancelet, représentant de l'OPS-OMS, qui accompagnait la ministre, a précisé qu'aucune mesure de restriction n'est imposée sur les échanges commerciaux entre les différents pays du monde, malgré les ravages de l'épidémie sur le continent africain. En Afrique de l'Ouest, le nombre de morts dus à l'épidémie d'Ebola s'accroît à un rythme exponentiel. Les récents chiffres publiés par l'OMS font état de 2288 personnes décédées sur 4269 cas avérés. Aussi étendue que soit la distance qui sépare Haïti du continent africain, aussi faibles que soient les risques pour un Haïtien de contracter actuellement le virus, les autorités sanitaires haïtiennes, appuyées de l'Organisation mondiale de la santé, prennent des mesures préventives strictes qui sont appelées à être renforcées. Un document a déjà été élaboré, le plan de riposte, articulé autour de 3 axes: période pré-épidémique, période épidémique, si toutefois la maladie venait à faire son apparition en Haïti, enfin période post-épidémique. Des centres de quarantaine et d'isolement ont déjà été établis également. En fait, tout est prêt sur papier au cas où, par souci de prévention, mais la maladie n'est pas parvenue en Haïti jusqu'ici et les risques sont faibles, rassure la ministre de la Santé, le docteur Florence Guillaume Duperval, qui coupe court une nouvelle fois à toutes les rumeurs. Fort heureusement, nous pas de transport aérien direct qui sont en Afrique qui vient en Haïti. Donc, faut tout avion passer d'abord ou bien en Europe, ou bien aux États-Unis, ou bien dans les îles françaises et de la Caraïbe, avant que l'arrivée à Haïti. Parce qu'ils permettent que l'autre pays fait prévention. Donc, avant pour mon arriver en Haïti, ça prend un petit peu de temps. Donc, il y a peut-être qu'un bel avant. Mais ça ne va pas retirer aucune responsabilité que nous-mêmes nous gagnons pour nous sur que les gens que nous sommes capables de screener. Donc nous disons qu'on fait ça au niveau de toute porte qui est en rapport avec l'immigration. Et nous avons également la frontière. Alors que l'épidémie d'Ebola ne peut être contenue sur le continent africain, là où elle fait rage, le représentant de l'OPS-OMS en Haïti affirme, optimiste, qu'on peut la vaincre. Pour y parvenir, 2 mesures s'imposent. Premièrement, isoler la personne malade. Deuxièmement, identifier les éventuels contacts de la personne contaminée avec d'autres individus. Dans le cas d'Haïti, on en est loin puisque le virus hémorragique n'est pas présent, insiste le docteur Jean-Luc Pancelet. Un point crucial sur lequel le représentant de l'OMS a mis l'accent, c'est le fait qu'il n'y ait aucune restriction sur les échanges commerciaux, les rapports sociaux entre les différents pays dans le monde depuis la résurgence de l'épidémie en Afrique de l'Ouest et même le cas isolé des personnels soignants infectés et rapatriés aux États-Unis et en Espagne. Il y a 3 barrières qui sont mises successivement. La première est administrative, c'est restreindre les voyages qui ne sont pas absolument indispensables. Le deuxième est un contrôle médical qui est fait dans le pays de sortie. L'OMS recommande que les pays dans lesquels le virus existe aient un mécanisme de sortie. Et donc ça, c'est un screening qui se fait autant par le ministère et dans le cas des Nations Unies, par le médecin même des Nations Unies. Et le troisième est une mesure encore additionnelle, c'est qu'en arrivant dans le pays, dans ce cas-ci en Haïti, les Nations Unies ont pris une mesure additionnelle d'encore assurer que ces personnes soient suivies pendant au moins 3 semaines. Le ministère de la Santé publique est prêt à 100% pour contrôler l'épidémie d'Ebola si elle parvenait à s'introduire en Haïti. Aucun fonds n'est encore disponible pour parer à cette éventualité, mais le gouvernement saura s'y prendre, rassure la titulaire du MSPP. Le leader du parti Respect plaide une nouvelle fois pour l'application de l'article 289 de la Constitution afin de former un conseil électoral provisoire. Selon Charles-Henri Becker, ce serait une garantie de l'indépendance de l'institution. Il estime par ailleurs que l'étape de la nomination des conseillers ne serait qu'une formalité. Le fait que la Constitution amendée, ça veut dire que les deux mises. D'accord. En attendant l'établissement du conseil électoral permanent, en attendant l'établissement du conseil électoral permanent. Ça veut dire tout autant pas un conseil électoral permanent, c'est dans le provisoire pour aller.
et l'idiot qui vient pour faire provisoire. L'on applique l'article 289, c'est des institutions qui voient yon moun. 9 moun ça yo choisi yo nommé yo fait la loi électorale yo voyé yo loi électorale publiée élection a fait. Mais problème là et me comprendre lui ni exécutif là ni l'autre nèg yo besoin moun pa yo pour yo voler élection pour yo. Article 289 là pas bonne option ça. Je dis quoi que j'aime bah l'en balancer. Article 289 là bon une meilleure chance. Il n'est pas 100%, mais à 95%, la bonne chance qu'on ait un CEP plus balancé que ça ne gagne aujourd'hui. Et qui a inspiré plus confiance. Parce qu'on a parlé de l'accord El Ranchouan, tout côté dans l'accord El Ranchouan, qui inspire confiance, qui inspire confiance, qui inspire confiance. C'est ça notre gouvernement d'ouverture qui inspire confiance. Bah, ils mettent là, il pas inspiré personne de confiance. CEP, ils mettent là, pas inspiré personne de confiance. C'est dans le bon moment nous pour aller dans l'élection qu'on y a. Il n'est pas nécessaire pour nous mettre le peuple dans une situation côté que il pourrait obligé à parer pour le gouvernement au lieu que le parer pour aller dans l'élection pour le voter pour le monde qui pourrait diriger le pays pour lui. 11 septembre 1988, 11 septembre 2014, il y a 26 ans, les brassards rouges envahissaient l'église Saint-Jean-Bosco pour y perpétrer un massacre qui est resté dans les mémoires. Pour marquer cette date, des victimes étaient réunies ce jeudi sur les ruines de l'église pour témoigner. Et pour y être tout, t'es marré avec toile rouge et puis t'es en pile là-dedans, t'es tout uni. Et là ça, t'es marché avec rache, t'es marché avec pic, t'es marché avec toute arme tranchante et yo te marché avec arme à feu tout et là ça normalement yo la grenade dans l'église là yo coupé tête moun coupé tête moun mettez sous table et normalement yo gen un frein qui était très spécial qui gen fouche la donne et qui gen croque la donne là yo fourré dans votre moun nan rale trip moun nan mettez dehors et exemple nous gen un camarade et Sonny l'effort bon Dieu fait la vivre et ça li était poté triple nan main. Ouais, les potes triplés en main et jusqu'à ce que les jambes casco pour te permettre de les sauver quand même. Chance pour lui, il pas mourir. Et même Janto, nous te gagné une dame qui est l'Espérance. Et puis normalement, il était enceinte. Normalement, il a piqué dans le ventre, normalement avec couteau, avec poignard. Et Timoun qui était dans le ventre blessé. Et Timoun, ça, et dans le même moment, il est à l'hôpital avec lui. Et bien, ça te permet que vous fait l'opération, même l'aile peut arriver, mais Timoun l'a sauvé quand même. Il est l'Espérancia. Dans l'église là, il panique dans l'église là, moun a couru monter à droite à gauche, moun a tombé sur moun jusqu'à ce que l'église là lui-même vient prendre du feu, moun a couru c'est sous tête mi, dans voler tête mi, moun tombé, moun blessé parce que c'était 11 septembre qui était très tragique pour le peuple haïtien. Regardez moi un monsieur qui rentré dans l'église puis pas lui mettre était comme madame qui était chita cola avec me contacter chita, me camper. Et puis madame na chita, mais c'est saisissement qui fait le chita, puis le chita l'a contrôlé. Pendant madame na chita, et puis monsieur Annick, pas puis mettre maintenant dans chevel, et puis il coupe tête, et puis il met son banc pio. Quand il me dit, oh, pendant que oh, m'a regardé, et puis il l'autre qui dit, qui garde, qui t'a conché, mais ça, kawa, sur lui, il garde, et puis il t'a contre 38 dans il dit, il peut tirer sur tête, mais il dit, bon, l'église là. Quand il y a là, après, il chire pour tête, là. Quand il y a une bien ensemble, quand il y a moi-même qui t'a fait mon yo. Et descendre m'a fait pour rentrer côté pour partir quand a moi qui fin blessé à tout vinn bien ensemble vinn perdre contrôle moi tout mal passer dans petit porte l'église là et puis gain debout qui campé dans petit porte là puis fou un couteau dans votre main couteau gain dans yo puis redil descendre dit mais pas. Plus d'une centaine de jeunes ont pris part durant les vacances à des ateliers de formation organisés par le bureau de la ministre déléguée chargée de la lutte contre l'extrême pauvreté. Ces jeunes, qui viennent notamment des quartiers défavorisés, ont pu entre autres apprendre la peinture, la sculpture, la sonorisation. Selon la ministre Marie-Carmel Rozanne-Auguste, cette initiative entre dans le cadre de son plan d'action et vise à aider les jeunes à trouver leur voie. Ces ateliers déboucheront sur des activités plus concrètes dans le futur, précise la ministre, qui annonce également la tenue prochaine d'une grande exposition des œuvres des élèves de l'atelier de peinture. Ils viennent de Carrefourfeuille, Martissan, Fort-Dimanche ou encore de Cité-Soleil et durant toutes les vacances, ils ont pris part à l'atelier de peinture initié par la ministre Marie-Carmel Rozanne-Auguste. Pour la plupart des semi-professionnels, quelques-uns de simples amateurs, ils travaillent tous les jours sous la supervision des artistes Richard Barbeau et Philippe Antoine.
La ministre, qui se réjouit de l'assiduité des participants, promet de continuer à les encadrer. Et nous avons cherché possibilité pour nous aussi capable construire une galerie d'art collective pour être capable d'exposer pièces pour pièces capable vendre de façon constante pour être capable de sortir dans l'extrême pauvreté. Widlen Joseph a 21 ans, originaire de Fort-Mercredi, elle vit modestement avec son père. Ayant fait de la peinture sa passion, la jeune fille a depuis quelque temps pris l'habitude de s'exprimer à travers ses toiles. Priorisant la peinture abstraite, Widlen Joseph traduit sur ses tableaux la réalité sociale de son quartier et ses rêves pour le pays. Quand il y a des événements qui comptent passer, sur le plan politique, tout, couleur déjà exprimé tous divers problèmes qui gagnaient dans la vie. Encouragé par ses parents et ses amis, Widlen Joseph a pris part à cet atelier pour perfectionner son talent. Si la jeune fille affirme avoir la peinture dans l'âme, elle veut toutefois réaliser d'autres études afin d'être plus indépendante. Déterminée, Widlen Joseph ne souhaite pas vivre la triste réalité des femmes d'Haïti qu'elle exprime souvent dans ses toiles. C'est l'amour, patience qui a aidé à me faire tout bagay ça. Je toujours dit bagay ça est garçon qui pour la dent, bagay ça est diable que lié. Aussi modeste que sa vie puisse paraître aujourd'hui, Widlen Joseph rêve grand et entrevoit déjà un futur prometteur dans le domaine de la peinture. Du haut de ses 21 ans, la jeune artiste lance un appel à la responsabilité à ses pairs. Mesdames, yo, majorité kounya yo plus comme si yo kwen en beauté yo, ou bien yo kwen que yo pas rien, même si c'est un bouquet fleurs que qu'on fait, mais c'est quoi en tête tout. Notons que les œuvres de ces artistes, pour la plupart en devenir, seront exposées à la fin de l'année. Certaines d'entre elles auront une place à la Cari Fiesta, ce grand événement qui réunira les plus grands talents des pays de la CARICOM en Haïti l'année prochaine.